Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure, Jean-Michel Salvatore, Alexandre Malafaille. Bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphanie. Merci d'être avec moi. On va parler de ces nouveaux développements aux États-Unis, puisque vous l'avez sans doute entendu, le FBI a dévoilé donc des nouvelles informations à l'auteur présumé de cette attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans aurait agi seul. Il avait également posé 2 bombes artisanales dans le quartier français de la ville. Avant d'accueillir André Caspi, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis, je voudrais vous faire écouter le haut responsable du FBI lors de sa conférence de presse tout à l'heure pour nous donner les nouvelles informations sur l'enquête. Les enquêteurs pensent que Shamsuddin Jabbar a récupéré le pick-up loué à Houston, au Texas, le 30 décembre. Il a ensuite conduit de Houston à la Nouvelle-Orléans le soir du 31 et il a posté plusieurs vidéos sur une plateforme en ligne proclamant son soutien à Daesh. Il y avait 5 vidéos postées sur son compte Facebook. Dans la première vidéo, Shamsuddin Jabbar explique qu'il avait initialement prévu de s'en prendre à sa famille et à ses amis. De plus, il a déclaré avoir rejoint Daesh avant cet été. Il a également fourni un testament et un témoignage. Bonsoir André Caspi, professeur émérite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, historien et spécialiste de l'histoire des États-Unis. Bonsoir. Que dit cette nouvelle attaque ? Alors c'est vrai que les circonstances sont un peu floues, mais enfin on apprend clairement que l'auteur de l'attaque avait exprimé son soutien à Daesh. Ça dit quoi de cette menace djihadiste aux États-Unis ? Écoutez, d'abord, cette menace, elle existe, ça n'est pas une invention, mais d'un autre côté, ça ne signifie pas que Daesh est présent physiquement sur le sol américain. Daesh est présent par l'intermédiaire des réseaux sociaux et il suffit à telle ou telle personne de se brancher sur ces réseaux sociaux pour avoir toutes les informations nécessaires concernant Daesh et peut-être être convaincu par les arguments qu'il entend. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que des attentats aux États-Unis, il y en a, je ne dis pas tous les jours, mais très fréquemment. C'est-à-dire qu'on peut les classer. Ils sont d'ailleurs classés. Vous avez des attentats contre l'avortement, vous avez eu de nombreux attentats contre les Juifs, c'est-à-dire des attentats antisémites qui ont été particulièrement sanglants. C'est le cas, par exemple, en 2018 contre la synagogue de Pittsburgh, et ça a été le cas aussi en 2019 contre une autre synagogue, cette fois-ci dans un autre État. Donc, et puis on pourrait continuer. Il y a eu des attentats provoqués par des nationalistes portoricains. Il y a eu des attentats de l'extrême droite. Il y a eu des attentats également un peu moins nombreux, mais de la gauche ou de l'extrême gauche, plus exactement. Donc ça veut dire qu'au fond, la situation aux États-Unis n'est pas une situation parfaitement pacifique. Et tout ça, ça provient du fait que aux États-Unis, la disposition des armes à feu est quand même généralisée, c'est-à-dire que le deuxième amendement à la Constitution... André Caspi, là, c'est pas le cas, effectivement. C'est un modus opératoire qu'on retrouve d'ailleurs en Europe. La voiture bélier, c'est vrai que ça change effectivement de ces tueries de masse qu'on a vues avec des fusils. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être cela qui est le plus surprenant, c'est-à-dire que le terroriste, parce qu'il faut l'appeler par son nom, le terroriste a voulu frapper la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans parce que c'est une ville qui était en fête, c'était la veille du 1er de l'an, c'était une ville qui attendait également un grand match de football américain entre une équipe de Georgie et une équipe de l'Indiana. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a cherché un attentat spectaculaire. Et cet attentat spectaculaire, bien entendu, a réussi malheureusement. Et je crois que il faut bien souligner cela. Mais d'un autre côté, je le répète, ce n'est pas le premier attentat spectaculaire qui ait eu lieu. Il y en a eu d'autres. Donc, ça signifie que aux États-Unis, tout n'est pas pacifique, tout n'est pas simple. Il y a en effet des groupes qui cherchent à obtenir satisfaction par la violence, et je crois que
cet attentat fait partie de la liste c'est vrai qu'André Caspi, de ces violences. On va rester prudent effectivement sur les motivations parce que dans 5 vidéos publiées sur Facebook, l'auteur présumé expliquait avoir prévu au départ de s'en prendre à sa famille, ses amis, mais qu'il s'inquiétait des titres des journaux, qu'il se concentre sur, je cite, la guerre entre les fidèles et les infidèles. Donc c'est assez nébuleux. Il y a Jean-Michel Salvatore qui voulait vous poser une question, André Caspi. Oui, sur le risque islamiste, je voudrais savoir si vous considérez que les Américains ont le même niveau de vigilance qu'en Europe ou en France. Est-ce que ce risque-là est identifié de la même façon que chez nous, alors qu'on se souvient qu'évidemment le 11 septembre reste quand même dans toutes les mémoires? Oui, vous avez raison de citer le 11 septembre, mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que le système américain est quand même décentralisé, parce qu'il y a d'un côté, bien sûr, le FBI, les agences fédérales, mais mais il ne faut pas oublier que l'état de la situation dépend surtout des polices locales. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement difficile de dire à l'avance que tel ou tel mouvement est surveillé, contrôlé et qu'il ne peut pas agir. Mais est-ce que ce n'est pas là le problème? Pardonnez-moi de vous couper. Si vous le permettez, j'ajouterai un point qui me paraît essentiel, c'est que aujourd'hui, les informations circulent par l'intermédiaire des réseaux sociaux et il n'est pas nécessaire, en somme, d'avoir une organisation établie sur le terrain. Il suffit de se brancher sur les réseaux sociaux. Justement, André Caspi, vous parlez de la police locale, mais est-ce que c'est pas là que le bas blesse? On rappelle quand même que l'assaillant venait du Texas, qu'il a agi à la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'il y a une vraie coopération entre les différents services, comme d'ailleurs c'est le cas, me semble-t-il, aujourd'hui en France? On a fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là en France. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Alors oui, évidemment, vous avez raison. C'est-à-dire que les États ne coopèrent pas nécessairement entre eux, mais il y a quand même des liens étroits. Et d'autre part, ces liens étroits sont aussi destinés à permettre un meilleur contrôle de la situation de la part des organismes fédéraux. C'est-à-dire que c'est un système qui est très différent du système français. En France, nous avons un État centralisé. Aux États-Unis, ce sont des États, mais qui ont malgré tout une sorte de coordination et une coordination efficace par l'intermédiaire des agences fédérales. Puisque vous parlez d'État, André Caspi, vous avez vu évidemment les mots durs de Donald Trump. Alors il est coutumier, mais enfin quand même, il dit c'est ce qui se passe quand vous avez des frontières ouvertes avec un leadership faible, inefficace et pratiquement inexistant. Bon, ça c'est un caillou dans le jardin des démocrates et de Joe Biden. Est-ce que Joe Biden a été d'une certaine façon laxiste? Alors, vous savez, j'ai regardé les statistiques, c'est-à-dire au fond, ceux qui ont commis des attentats, quelles étaient leur origine, quels étaient leurs statuts. Eh bien, 80% des auteurs d'attentats sont des citoyens ou des résidents permanents aux États-Unis. 80%. Par conséquent, on peut dire que Donald Trump a avancé une hypothèse qui n'est pas confirmé par les statistiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autre part, je vous rappelle que lorsque Donald Trump a pris le pouvoir en 2017, il avait décidé d'interdire l'entrée aux États-Unis d'un certain nombre de citoyens venant d'États musulmans. Et ce ne sont pas eux qui ont commis les attentats, mais ce sont des Américains. Et si vous prenez le cas de la Nouvelle-Orléans, voilà un Américain qui a appartenu à l'armée américaine pendant des années, qui a joué un rôle important sur le plan militaire. Donc, je crois que ce que nous dit Donald Trump ne correspond pas à la réalité. Alexandre Malafaille, vous vouliez interroger André Caspi. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il faut établir quand même un lien entre cet attentat et l'arrivée aux affaires de Donald Trump? Parce qu'il y a de votre point de vue, un lien. L'arrivée de Donald Trump, évidemment pas anodin. Et il a quand même cependant dit, parce que Al-Qaïda, c'est la Syrie, à la base, le cœur. Sur la Syrie, il n'avait pas l'intention de s'en occuper. Je crois qu'il y en a même qu'il a dit qu'il se débrouille. Mais pour autant, il arrive aux affaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'établir un lien, une volonté de marquer quelque chose?
Il y a un lien sur le plan du calendrier, de toute évidence, c'est-à-dire que Donald Trump deviendra le président des États-Unis à partir du 20 janvier. Mais je ne peux pas vous dire exactement ce que pensait le terroriste. Peut-être en effet a-t-il voulu marquer ainsi son hostilité à Donald Trump ou a-t-il profité en somme de l'actualité politique aux États-Unis pour commettre l'attentat? Mais de toute évidence, je pense que ce qui est beaucoup plus évident, c'est que il a commis son attentat à la veille du 1er de l'an et dans une ville qui était en fête, et par conséquent, il a voulu donner à son attentat tout l'éclat nécessaire sans même attendre l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. André Caspi, il y a eu récemment tout de même des frappes américaines sur des cibles, c'était assez ciblé sur des armes en Syrie, mais d'une manière générale, je parle sous votre contrôle justement, les États-Unis se sont plutôt désengagés de l'extérieur. Ça a été impulsé par Barack Obama, poursuivi par Joe Biden. Oui, désengagés de l'extérieur, c'est beaucoup dire. Alors, ils sont partis d'Afghanistan, ils sont peut-être un peu moins présents au Moyen-Orient, encore que rien ne se fait au Moyen-Orient sans la participation officielle ou officieuse des États-Unis. Donc, je crois que l'attentat ne me semble pas nécessairement lié à la situation en Syrie. Oui. On peut en effet imaginer cette hypothèse. Encore faudrait-il qu'elle soit confirmée par les faits. Jean-Michel Salvatore. Sur le profil de l'auteur de cet attentat, est-ce que la thèse du loup solitaire vous semble crédible, ou est-ce que, à votre avis, il a forcément bénéficié de complicité, d'organisations bien établies aux États-Unis? Le FBI pense qu'il a agi seul a priori. Eux, c'est ce qu'ils disent, mais est-ce que ça vous semble crédible? Oui, mais si je vous répondais d'une manière définitive, ça voudrait dire que j'ai des informations encore plus précises que celles dont dispose le FBI. Et vous devinez que ça n'est pas le cas. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il semble bien qu'il ait agi de manière solitaire, encore que on évoque sur place des complicités, mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Alors, peut-être il faudra-t-il encore attendre un peu que l'enquête se poursuive pour savoir exactement comment le terroriste a pu agir. Mais ce qu'il a fait, c'est que il a loué un camion, il a foncé dans une rue qui est particulièrement fréquentée à la Nouvelle-Orléans, qui était mal protégée d'ailleurs, entre parenthèses. Et d'autre part, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on ne voit pas très bien qui seraient les complices de l'auteur de l'attentat. André Caspi, on parle toujours de la France, du séparatisme, notamment des frères musulmans. Je crois qu'ils sont interdits aux États-Unis. Est-ce que justement les États-Unis luttent de manière efficace contre ce séparatisme? Est-ce qu'il y a un terreau favorable justement à l'islamisme? C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis une communauté musulmane. Cette communauté musulmane rassemble aux environs de 3,5 millions de personnes. Elle est surtout localisée dans l'État du Michigan, mais elle n'est pas forcément infestée par le terrorisme. Ne croyez pas cela. Non, c'était une question justement que je vous posais. Et qui s'exprime par le vote. On l'a bien vu d'ailleurs au cours des élections présidentielles. Donc, comment vote-t-il d'ailleurs? Comment vote-t-il? Allez-y. Oui, comment vote-t-il d'ailleurs cette communauté musulmane? Alors cette communauté musulmane a montré ses sympathies pour les démocrates, et puis au dernier moment, elle a hésité un peu, ce qui fait que finalement Donald Trump n'a pas été si maltraité que cela par la communauté musulmane, mais en principe, cette communauté est plutôt du côté démocrate que du côté républicain. Et comment qualifieriez-vous les relations de Donald Trump avec la communauté musulmane américaine? Je dirais que Donald Trump, quand il a besoin d'électeurs, ne regarde pas trop quelle est la religion de ses électeurs. D'un autre côté, il s'est battu avec beaucoup de dynamisme pour obtenir la victoire. Il l'a obtenue, y compris malgré le vote musulman qui a été en majorité démocrate, mais qui n'a pas été totalement démocrate.
Vous parliez tout à l'heure, André Caspi, d'une société qui n'est pas forcément en paix aux États-Unis. Elle a tendance à se fracturer de plus en plus au fil des années, ces dernières années. C'est-à-dire que oui, c'est une société qui est fracturée de toute évidence. Ça se voit dans les relations sociales, ça se voit dans le monde politique. On voit bien que les Américains ne sont pas unis, mais d'un autre côté, aujourd'hui, beaucoup de nations présentent des divisions profondes. Donc, ça n'est pas limité aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est encore plus grave parce que c'est l'État le plus puissant du monde. C'est un État qui rassemble 340 millions d'habitants. Donc, ça se voit, ça se sent. Et puis, il y a quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est que aux États-Unis, aujourd'hui encore, la liberté de détenir une arme fait partie des libertés fondamentales. C'est garanti par le 2e amendement à la Constitution qui remonte à 1791, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Donc, l'attentat de la Nouvelle-Orléans, c'est pas un attentat qui a été commis avec des armes à feu, même si le conducteur du camion disposait d'un fusil d'assaut. Mais c'est en somme la possibilité, avec les armes, de commettre d'autres attentats et par conséquent de créer une situation d'instabilité, une situation dangereuse. Merci André Caspi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 en Panthéon-Sorbonne, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis.